On est avec le partenaire de Cléopâtre d'Arleux, c'est Optique 2000 et c'est son directeur général, Benoît Jaubert. Bonjour Benoît. Bonjour François. Quant à vous, si vous avez 2 secondes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr, c'est en bas à gauche, vous le verrez. Et puis suivez-nous sur les réseaux, tous les liens sont cliquables en dessous de la vidéo. One, two, trio. C'est parti. Avec Benoît Jaubert, donc directeur général du groupe Optique 2000, parce que c'est une des branches du groupe, en tout cas des marques du groupe. Alors le principe est simple, One, Two, Trio, c'est un face-à-face, un one-to-one. On va prendre le temps de discuter et parfois on s'arrêtera, Benoît, pour répondre à des petits questionnaires tout simples. Alors bien sûr, on va avoir le temps de parler de votre groupe et de vos collaborateurs. Ils sont nombreux. On peut rappeler juste quand même le nombre de magasins, les collaborateurs et même le chiffre d'affaires parce que c'est assez important. Tout à fait. En fait, on a un groupement où il y a plusieurs enseignes qui sont logées. Alors, il y a une enseigne clé et forte qui est l'enseigne Optique 2000. C'est 1200 magasins en France. C'est le plus gros réseau de France d'opticiens. C'est 5000 collaborateurs. Et c'est une coopérative. On y reviendra puisque d'un point de vue sportif, ça a du sens d'être en coopérative. Nous avons aussi une enseigne qui est très ancienne sur le marché français, c'est l'enseigne Lissac, qui a été fondée par Georges Lissac il y a très longtemps, qui a été un des pères fondateurs même de l'optique en France. On a 250 magasins Lissac partout en France, dont le célèbre magasin Lissac rue de Rivoli. 250 centres Audio 2000, ça c'est important à le savoir. On sert aussi des opticiens, il y a 250 opticiens indépendants qui achètent chez nous. Et on a aussi une opération très forte en Suisse que nous opérons avec une filiale directement sur place. Ce groupement réalise un chiffre d'affaires d'1 milliard d'euros. Un peu plus d'1 milliard puisque nous avons connu une année 2023 en croissance, donc on est même autour de 1,50 milliard, 1,1 milliard euros de chiffre d'affaires. Le décor est planté, mais on est là quand même pour parler de sport. Et avant de commencer, j'avais quand même juste envie de vous poser une question, Benoît. Est-ce que vous êtes remis de l'élimination de l'équipe de France, du 15 de France à la Coupe du Monde 2023? Parce qu'on va en parler, mais vous êtes un passionné de rugby. La réponse est non. Je rumine encore, mais c'est normal, je ne suis pas le seul. D'ailleurs, on rumine à plusieurs. Je rumine en famille, je rumine entre amis. Mais c'est parce que les rugbymen sont comme ça, ils aiment bien revenir sur des événements. On refait toujours le match. Et puis là, à l'heure où on se parle, il y a une échéance du tournoi à destination qui arrive. Donc on commence à passer peut-être à autre chose, mais ça prendra du temps. Et puis on va attendre la prochaine. Et comme on est des gens patients et enthousiastes, ça va bien se passer. Ça finira par bien se passer. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que toute proportion gardée, et même si le scénario même, ce match contre l'Afrique du Sud est au rugbyman ce que Séville 82 a été au footballeur? La même chose. Alors moi, j'ai un petit souvenir là-dessus parce que moi, à Séville, mes parents m'avaient amené aux États-Unis, on était en haut d'une grande tour et à 3-1 pour la France, pendant les prolongations, j'avais dit mais on ne peut pas perdre ce match. Si on perd ce match, je saute. Bon, on a perdu le match, j'ai pas sauté évidemment, mais c'était un moment aussi très douloureux. Alors c'est pas la même douleur quand on a 12 ans à l'époque et puis l'âge que j'ai aujourd'hui, que je ne révélerai pas. Mais c'est vrai qu'on ne vit pas les choses de la même façon, mais on les vit quand même au plus profond de soi. Le sport, donc dénominateur commun du parcours de Benoît Jaubert, directeur général du groupe Optique 2000. Un petit questionnaire quand même sur le sport pour commencer. Si vous étiez un sport? Ah, le rugby. Le rugby. Si vous étiez un champion? Un champion, Stefanos Tsitsipas. Le tennisman grec. Le tennisman grec. Si vous étiez un président de club? Un président de club, Roger Rocher à Saint-Étienne de l'époque. 76 notamment. Mais ça s'est fini avec une caisse noire. Enfin, on y reviendra. Si vous étiez un coach? Si j'étais un coach, je dirais Christophe Furios. Si vous étiez un club? Le Stade Français Paris. Si vous étiez un stade? Le Parc des Princes. Si vous étiez une émotion de sport? Être ensemble dans un stade pour vibrer sur une victoire. Et une des plus fortes émotions que j'ai eues, c'était à Twickenham, pour l'essai de Saint-André de 100 mètres. J'étais dans le stade à cette époque-là et les Anglais ont communié avec nous à ce moment-là. À la fin du match, ils ont communié de leur côté, mais à ce moment-là, ils ont communié avec nous.
victoire des Anglais 21-19, même si les Français avaient marqué plus d'essais qu'eux, et remporté par là même le Grand Chelem avant la Coupe du Monde 91 dans ce tournoi. On s'en souvient bien, je m'en souviens même bien personnellement. Voilà, votre premier match dans un stade en tant que spectateur en live, vous vous en souvenez, c'était où? Je suis j'ai un père briviste et j'avais assisté à un derby corrézien, Brive-Tulle, dans le stade Marcel Michelin à Clermont-Ferrand. On m'avait habillé de noir et blanc et j'avais un drapeau et j'étais sur la pelouse. À l'époque, on pouvait aller sur la pelouse. Et c'était le premier grand match auquel j'ai assisté. C'était un match de phase finale alors? C'était un quart de finale du championnat de France où à l'époque, on commençait en 16e de finale et on allait jusqu'à la finale. Le rugby, c'est le premier sport? Il a coïncidé avec le tennis. Le tennis et le rugby, on commence à peu près en même temps. Parce que vous avez grandi où? Moi, j'ai grandi dans le Gers. Je suis né dans le Lot et j'ai grandi dans le Gers. D'accord. Et j'ai été pensionnaire à Notre-Dame-de-Garaison, au pied des Pyrénées, où le ski est venu compléter la panoplie, ainsi que le golf, puisqu'il y avait un golf à Lannemezan. Et à Notre-Dame-de-Garaison, j'ai été capitaine de l'équipe de rugby. J'étais pas le capitaine, on m'a dit tu vas être capitaine. Et j'avais 14-15 ans et j'ai compris que je pouvais être un capitaine. C'est la première fois où j'ai compris ça. Et que ça m'a servi aussi dans mes études et dans mon parcours, je pense qu'on y reviendra. Et dans cette équipe-là, le capitaine qui m'avait précédé, un des capitaines c'est Pierre Berbizier, et un des capitaines qui m'a succédé c'est Antoine Dupont quand même. Donc c'est intéressant. Et vous jouiez 9 donc? Je jouais 10. Je jouais à l'ouverture. Comme Antoine Dupont au départ? Oui, exact, il avait commencé à l'ouverture. J'avais commencé à l'arrière. Mon premier poste était à l'arrière au Football Club Occitan à l'époque. D'accord. Mais il y a aussi Jean Castex qui est passé par... Jean Castex était à Notre-Dame-de-Garaison. Tout à fait. Avec nous. Alors il était un peu plus vieux que nous. Alors il n'aime pas qu'on dise ça. Il était en terminale, j'étais en 5e. On va dire ça comme ça. Mais lui, il était beaucoup pour arbitrer, regarder les matchs. Il était fan et il est toujours fan puisque on s'est croisés l'autre jour et il n'a pas perdu la foi, au contraire, comme nous tous. Notre-Dame de Garaison, établissement privé, mais où le sport avait sa place. Oui, il y avait un terrain de rugby et un terrain de foot dans l'enceinte du lycée, enfin du collège-lycée. C'était dans version pyrénéenne d'un établissement à l'américaine, puisqu'il y avait pas mal d'installations sportives, il y avait aussi même un gymnase assez développé, et il y avait des cours de tennis aussi à notre disposition, donc on était systématiquement en train de faire de l'exercice quand on n'était pas en classe. Donc quand on est de Auch et qu'on va à Garaison dans les Pyrénées, je n'ai plus le nom du petit village où c'est, mais je crois que c'est Mournéon. Il y a Montléon-Magnoac et Castelnau-Magnoac juste à côté, qui est le fameux village qu'Antoine Dupont a bien fait connaître. Et donc du coup, vous étiez interne? Oui, j'étais interne, je partais le dimanche soir et je rentrais le vendredi soir. Alors pourquoi vous disiez, c'est de là que peut-être j'ai compris que je pouvais être capitaine, donc leader, donc manager? Oui, tout à fait. C'était un monsieur qui s'appelait Pivetta. Il m'a dit tu vas prendre le capitanat, qui n'a pas été contesté. Il n'y avait aucun de mes camarades qui disait non, lui, il ne faut pas qu'il le prenne. Je l'ai pris. Et ça s'est bien passé. On a été champion de France des écoles libres. On a joué contre des équipes bordelaises. On avait même gagné la finale contre Tivoli, un établissement connu de Bordeaux. Et le monsieur qui nous avait remis notre médaille ce jour-là, c'était Philippe Sella. Donc, bon, il y avait plein de choses qui se passaient à ce moment-là. La fierté de le rencontrer, la fierté de jouer devant lui et d'autres Agenais qui étaient là à ce moment-là, parce que la finale se jouait à Agen justement. Donc on était vraiment trempés dans cet univers. Mais j'ai l'impression quand même, quand on grandit dans le Gers, on ne peut pas échapper au rugby et aussi au tennis, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui jouent au tennis dans le Gers. Tout à fait. Il y avait une école notamment à côté des Ozes, les jeunes Tancogne, qui ont été des garçons connus qui ont bien joué au tennis, que j'ai fréquentés, qui m'ont mis des raclées régulièrement, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'on les avait fréquentés et ça tirait vers l'eau. Mais il y a aussi beaucoup de joueurs de rugby qui, après leur carrière, ils étaient encore en forme physiquement, n'étaient pas des bons techniciens de tennis, mais avaient un physique qui fait qu'ils étaient sur toutes les balles. Et ça faisait des classés à 15-5, 15-4, 15-3. Et ça agaçait beaucoup les puristes qui ne comprenaient pas de se faire battre par des gens qui avaient un beaucoup plus moche revers qu'eux. Voilà. Qu'est-ce qui vous a servi dans ces deux sports entre le tennis et le rugby? Là, ça se nourrissait finalement? Le tennis, c'était un sport d'adresse, de précision, puis de tactique. Donc il fallait comprendre son adversaire
on était en one-to-one, donc il fallait le comprendre individuellement et essayer de développer et de tenir sur la distance aussi. Alors qu'au rugby, bon, on comprenait son adversaire, mais on animait une équipe. Et c'est ce qui aussi encore aujourd'hui anime pas mal de mes journées, cette inspiration et cette façon de vivre et de voir les choses. Quand on est à Auch, et vous jouiez aussi en club, du coup en étant interne et en club au FCA. Tout à fait, je jouais au FCA. Je venais de temps en temps, je faisais un aller-retour le mercredi pour venir m'entraîner. Et on jouait d'abord en Crabos. Puis, alors moi j'étais en première année, on m'a tout de suite poussé en Réchelle. Et j'ai eu la chance d'être sur la feuille de match d'une finale de championnat de France Réchelle contre Montauban à Beaumont-de-Lomagne. Finale qu'on n'a pas gagnée, mais ça vaut le coup d'être vécu. Voilà, ça c'est les Réchelle à l'époque, c'était les juniors, on va dire. Voilà. C'était sur 2-3 ans, de 17 à 19 ans, à peu près les classes d'âge. Ça a changé depuis l'organisation du sport. Le sport, vous le viviez, donc vous le partagez avec votre papa, on a compris ça? Oui, la famille a toujours vécu autour du sport, donc on allait régulièrement voir des événements sportifs. On allait aussi voir le football local, le Toulouse Football Club européen. J'étais dans le stade de Bordeaux-Milan, le fameux match retour 96 de la Coupe d'Europe. Oui, on était intéressés, on allait participer à pas mal de choses. Le Sud-Ouest est une région sportive par essence. D'abord, on est souvent dehors et on est souvent à côtoyer des gens qui font de l'exercice. On allait à la plage à Osgore, on voit des surfeurs, j'ai des copains surfeurs encore aujourd'hui. Voilà, c'est aussi un style de vie et c'est une philosophie de vie. Une philosophie de vie, ça veut dire que quand vous parliez du TFC, c'est Tarantini, là, cette période-là? Tout à fait, avec, je crois que c'était Dominique Bergerot qui était dans les buts et Maradona lui tire dessus, ça rebondit contre le poteau, ça sort et Yannick Stopira était l'avant-centre en face de Maradona à ce moment-là. Voilà, Philippe Bergerot. Mais parce qu'il y avait Dominique Dropsy. Philippe Bergerot. Exact. C'est ça, c'est les souvenirs. Bon, ça va, je suis pas largué en termes de références générationnelles. Les grands événements de cette époque, c'était sympa, l'anecdote de Séville 82, New York. Voilà. C'était un truc. Alors, il y avait Séville 82, mais déjà très tôt, j'avais été sensibilisé parce que mes parents avaient acheté une première télévision, c'était autour de 77, et il y avait la Coupe du Monde en Argentine, déjà, donc ça avait commencé à éveiller les choses. Et moi, en 77, on m'avait aussi acheté une BD, la BD du tournoi des 5 nations, lors duquel la France avait gagné sans avoir remplacé un seul joueur. Ils avaient gagné à 15. Et j'ai toujours en tête cette BD, je connais la composition par cœur, encore aujourd'hui, et ça avait été vraiment un vrai éveil. Quel était le joueur de rugby préféré de Benoît Jobert quand il était jeune joueur du FCA? C'était forcément Jacques Fouroux. C'était Jacques Fouroux qui avait même dîné à la maison, qui était une relation de la famille. Donc un jour, j'avais un wallaby en cuir et j'étais avec mon peignoir, ma robe de chambre avant d'aller me coucher, parce que j'étais jeune, on m'avait dit va te coucher, les parents vont dîner, et j'avais fait signer à Jacques Fouroux mon wallaby en cuir, donc c'était un rêve. Il est où ce wallaby aujourd'hui? Il est dans le Sud-Ouest. Il est dans le Sud-Ouest. En tout cas, il n'est pas perdu. Voilà, il n'est pas gonflé, mais il est dans le Sud-Ouest. Le wallaby, c'était le ballon de l'époque en cuir qui, quand il était sec, et on va dire pesait ses 300 grammes, mais il pesait 3 kilos dès qu'il était mouillé. C'est ça. C'est pas facile. Et il glissait quand il pleuvait. Pas facile à manier pour un demi de mêlée. La référence, on va dire, de Jacques Fouroux, c'était surtout sur le leadership, mais est-ce qu'il y avait peut-être, j'imagine, le leadership, est-ce qu'il y avait sur le plan technique, à votre poste de numéro 9, est-ce qu'il y avait un joueur que vous aimiez à cette époque-là? Alors je dirais 9 ou 10 aussi. Ouais. Moi j'ai beaucoup apprécié, alors peut-être pas à cette époque-là, mais un peu plus tard, le bréviste Alain Penaud. Moi j'aimais beaucoup sa classe, il avait une classe. Le papa de Damien. Hein. Voilà, le papa de Damien, il avait une belle classe et c'est vrai qu'il arrivait à animer le jeu, il emmenait une équipe et il créait du jeu. Moi j'aime beaucoup les joueurs qui créent du jeu. Alors, il n'était pas le seul, on a eu des générations entières de gens qui ont créé du jeu derrière en équipe de France, donc les Denis Charvet, les Philippe Sella bien entendu, la Coupe du Monde de 87, bon, tout le monde s'en rappelle, et c'est vrai que c'est entraînant et ça fait vibrer, quoi. Est-ce qu'il y a des grands événements que vous êtes allés voir, puisque vous aimez le tennis et le rugby? J'imagine qu'il y a des moments où peut-être le tourisme ou je sais pas, où
Alors ça, c'était des projets qu'on avait avec ma femme et qu'on cultive, c'est d'aller se balader pour voir des événements sportifs. Donc on est allé à Wimbledon, par exemple, et c'est passionnant Wimbledon. Dans la boxe? Non, pas dans la boxe, pas encore, ça viendra, ça viendra, mais c'est passionnant. Donc c'est des amis qui nous auraient offert d'ailleurs quelque chose de très sympa là-bas, et on a vécu Wimbledon. Vivre Wimbledon, c'est quelque chose. Nous, on a vécu à Londres, j'ai eu la chance après mes études, on est parti pendant 1 an et demi à Londres ensemble, et on a vécu Wimbledon à l'époque tout jeune, en faisant la queue pour avoir les places le soir, puis après on y est revenu dans des conditions un peu plus confortables, mais ça se vit, et c'est pas du tout l'ambiance qu'on peut avoir en France sur un Roland-Garros. C'est autre chose, c'est une qualité de vie, un style de vie aussi, qui fait qu'on on a envie de plus partir le soir quand le soleil se couche. Vous avez vu quel match alors à Wimbledon, c'est quelle année? J'ai vu Federer, Lucas Pouille, j'ai vu Nadal, Tsonga, donc j'ai vu des beaux matchs en plus. Et quand on voit Federer à Wimbledon, bah, on s'en souvient, hein. Ouais. On a du mal à l'oublier, quoi. Donc, et à l'époque, j'avais vu Cédric Pioline jouer quand j'étais jeune étudion. D'accord, dans les années 90. 92. Ouais, exactement. 92, effectivement. C'est le sport pendant vos années étudiantes, il a aussi été important parce que bon, il y a l'internat de l'école à Garrison, on l'a vu, mais après il y a eu les SEC. Ouais, Est-ce que là aussi ça... À l'ESSEC, j'étais non seulement capitaine, mais j'ai même été quelques mois entraîneur de l'équipe de rugby. Voilà, parce qu'on prenait les mecs du Sud-Ouest qui savaient un peu faire, donc parfois ils prenaient un peu le bâton. Et alors là, on a rivalisé avec les fameuses écoles de commerce françaises, on avait un championnat. Et parfois, alors on était toujours fascinés parce que nous, on jouait contre Subdeco Toulouse, il y avait Didier Lacroix, il y avait Fabien Galtier qui jouait chez eux, donc ça nous impressionnait. Mais on a aussi voyagé avec l'équipe. Moi, j'ai emmené l'équipe à Venise en avril, je les ai emmenés à Lausanne, jouer contre l'école hôtelière, on a joué contre la Bocconi à Milan aussi. Donc ça faisait partie, et j'ai eu la chance aussi de faire une tournée en Argentine avec des bordereaux béglés de l'époque, Thomas Clamens par exemple, et d'autres joueurs comme Henri Nart qui jouait lui à l'époque à Colomiers. Et on s'est régalé parce que le rugby, c'est un sport d'équipe, de copains qui partent en tournée et qui découvrent aussi et qui interagissent avec d'autres cultures. Voilà, Thomas Clamens, champion de France avec Bègle en 91. Est-ce que parmi les copains étudiants avec qui vous avez joué, il y en a qui sont devenus des grands patrons? Vous êtes passé par Darty, aujourd'hui le groupe, Optique 2000 et tout le groupe. Est-ce qu'il y a eu des collègues comme ça qui ont grimpé aussi dans la tête de grande entreprise? J'ai quelques amis qui sont... alors ils sont banquiers, il y a des bons banquiers aujourd'hui, il y a des patrons qui, alors eux, ils sont repartis à la vigne. C'est des super mecs qui vendent, qui commercialisent ou qui fabriquent du bon vin aussi. Donc j'ai côtoyé ces gens-là à l'époque et que je continue à côtoyer aujourd'hui. On les croise régulièrement. J'ai aussi des copains qui ont fait des brillantes carrières chez Renault, par exemple. Et j'ai un copain aussi qui est directeur chez Black Rose, une marque de ski. Donc en plus, ça rapproche, quoi. On se parle des mêmes univers. Est-ce qu'il y en a quand même un comme vous qui est fan de Tsitsipas? Non, ils sont rares, ceux-là. Ceux-là, ils sont rares. Mais moi, après, j'ai rencontré Stéphano Tsitsipas une fois sur une terrasse d'un restaurant. Et le mec est adorable. Mais moi, ce qui me passionne chez lui, c'est qu'être grec et avoir été dans les 5 premiers mondiaux, avec un revers à une main, alors qu'aujourd'hui, là j'ai regardé le dernier Australian Open, dans les 16 derniers, il n'y avait que lui, en 8e, il n'y avait que lui qui avait un revers à une main, tout le monde a un revers à 2 mains. Et le revers à une main, pour moi, c'est la classe au tennis, la classe qu'ont eu d'autres joueurs, type Federer et d'autres encore, McEnroe, voilà, c'est ces gens-là aussi qui parlent quand on regarde un joli match. Ouais, mais c'est vrai que c'est une stat assez édifiante, ça montre aussi l'évolution du sport. Ouais. Voilà, on a l'impression aussi que tous les sports physiquement ont évolué. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, notamment par rapport au rugby? Moi, je suis assez lucide par rapport à ça. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement le bon chemin. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, quand on a un match top 14 aujourd'hui, c'est très physique. Et d'ailleurs, parfois, on joue beaucoup au pied aussi, par exemple. Et même au tennis, ça tape très fort. Enfin, on le retrouve. À ski, j'ai eu la chance d'aller voir le championnat du monde qui était l'année dernière à Méribel-Courchevel. Ça va très vite, les gens sont très costauds. Je ne vais pas faire le nostalgique, mais le style, la beauté du jeu, parfois peut se perdre dans ce défi physique qu'on se lance à tout crin.
Et il faut qu'on fasse attention à ça. Je pense qu'il faut que les sports se posent certaines questions. Qui, justement, est la bonne synthèse entre cette évolution, cette modernité de la puissance physique et aussi la fluidité d'une certaine technicité et même un esthétisme aujourd'hui en rugby? Dupont, il n'est pas grand, il joue bien, il joue vite, il voit bien les choses, donc ça fait plaisir à voir, et il fait plaisir à voir à beaucoup de gens. Mais il y en a d'autres, il y a des petits ailiers de poche aujourd'hui en rugby qui nous fascinent. Le petit Sud-Africain Cheslin Kolbe, il fait vibrer tout le monde, il fait peur à tout le monde, alors que le gars n'est pas... Voilà, donc ça veut dire que c'est possible d'avoir les différents formats et que peut-être les formats les moins prévisibles surprennent tout le monde. Et ça, c'est ça qui fait la beauté du sport. En tennis, moi j'ai eu la chance de voir Diego Schwartzmann. Alors, il est peut-être un peu moins au top aujourd'hui, mais il a quand même été au top, il a fait des Masters. C'est un gars qui m'impressionnait parce que du haut de son 1m70 à peine, il est allé rivaliser contre des grands gabarits d'un 95 qui tapaient très fort et quand il servait, ça tombe de haut. Donc il y a possibilité aussi de rivaliser à armes inégales physiques au départ, mais la façon d'aborder le jeu peut aider. Kolbe, il est parti hors jeu ou pas alors en quart de finale? Oui, il est hors jeu, oui, mais on va pas... François, vous me faites souffrir, c'est cruel. Mais parce qu'il vaut mieux en rire. Aussi, voilà, c'est ça aussi Mais maintenant, c'est quand même marrant parce que je regarde le top 14 et maintenant ils le font tous. Oui. Ils se précipitent, donc au moins... Mais on a toujours... la montée sur transformation, c'est toujours fait. Elle s'était perdue, c'est vrai, elle s'était un peu perdue. Moi, je le faisais à l'époque, mais bon, je le faisais sans trop de... de conviction. Voilà, c'est ça. Voilà, parce qu'il fallait le faire et parce que le règlement l'autorisait. Sur l'évolution du sport, est-ce qu'il y a des nouveaux sports qui vous rendent curieux, qui vous impressionnent ou que vous n'avez pas pratiqué quand vous étiez jeune Tout à fait. Il y en a deux en particulier. C'est des sports en plus qu'on soutient chez Optique 2000. C'est le breakdance qui vient d'être olympique. Nous, on en soutient un qui s'appelle Gaëtan Alain. Il s'appelle B-Boy Laguette, c'est son nom de scène. Et il est venu ici, il nous a fait des démonstrations. C'est hallucinant. La performance physique d'un breakdancer. Et le travail physique, parce qu'on le suit, donc on le voit s'entraîner, etc. Et puis il y a le skateboard aussi. Et là, il y a une jeune femme qui s'appelle Charlotte Im qui fait des prouesses sur la planche. Alors on voit les jeunes devant des musées, sur des parvis, on les voit faire. Et bien là, elle est vraiment très impressionnante. Ça se rapproche de quel effort physique d'un sport que vous connaîtriez mieux? Le breakdancer, c'est la danse, parce que parfois je vais voir des ballets, et j'aime bien ça. Et le danseur a une préparation physique assez exigeante. Physiquement, c'est des gars assez impressionnants, et c'est très beau ce qu'il dégage. Et ce gars-là, dans cet univers-là, avec la musique, on n'est pas sur les mêmes musiques, on n'est pas sur les mêmes performances, mais d'un point de vue prouesse physique, il y a quelque chose de similaire qui se dégage. Moi, je suis très fan, par exemple, du Boléro de Ravel, dansé sur une table dans la conclusion du film Les uns et les autres, par exemple. Georges Donne, il fait une magnifique performance, et physiquement, c'est impressionnant. C'est vrai. Bon, on a parlé de deux athlètes, le breakdancer et puis la rideuse, comme on dit en skate, qui seront au JO. On va faire un petit questionnaire JO. C'est une petite respiration ensemble. Tiens, un souvenir de Jeux Olympiques, Benoît? Barcelone 92. C'était la fête. Il y avait plein de choses qui se sont passées à la fois, donc ça a été un beau souvenir. Mais pour son œuvre globale. Pas un sportif particulier en 92. Sinon, en termes de Jeux Olympiques purs, moi je dirais les médailles d'or du Jamaïcain, du sprinter, Usain Bolt. Donc Londres ou Pékin? Voilà. Alors plutôt Londres. J'ai beaucoup aimé l'ambiance qu'il y avait à Londres. D'accord. J'ai pas eu la chance d'y aller, mais ça dégageait quelque chose de fort. Et Barcelone 92, c'était... À l'époque, il y avait... Alors, j'ai plus en tête celui qui a gagné le 100 mètres. Non, mais vous étiez à... Non, j'étais pas à Barcelone, mais je regardais les Jeux de Barcelone. Et c'était... De mémoire, j'ai l'impression que c'est Linford Christie. Oui, c'est Linford Christie. Mais je ne sais pas s'il lui arrive pas soit une disqualification, soit une... Il y a eu une histoire. Oui, il y a eu une histoire, mais je l'ai oublié. Tout à fait. Un champion qui a marqué, selon vous, les JO et qui vous a marqué? Les perchistes français. Il y a eu pas mal de perchistes, alors, parce qu'il y en a eu plusieurs en fait qui ont été très bons. Il y a eu Pierre Quinon, il y a eu Thierry Vigneron.
Donc c'est des gens qui m'ont marqué et qui fait qu'aujourd'hui, la Villenie, c'est chouette à regarder encore aujourd'hui, quoi. C'est passionnant. C'est vrai qu'il y avait cette tradition de la perche, hein, et donc le titre olympique de Quinault en 84, le titre olympique aussi de Jean Galfionne en 96. Oui, et Jean Galfionne, effectivement, que j'ai eu la chance de croiser, qui est un garçon très sympathique. Du Stade Français. Un athlète qui vous a marqué, pas forcément champion olympique, mais... Alors, on a eu les Jeux à Albertville en 92, et moi j'y suis allé juste après, à Albertville, mais il y avait la descente de Val d'Isère, et c'est un des derniers qui est passé. Je crois que c'était un skieur sénégalais à l'époque. Le gars est arrivé avec, je sais pas, il y a 10-12 secondes de retard, peu importe. Il est arrivé devant une ovation totale de la foule. Les gens étaient restés, l'ont attendu, et l'ont ovationné, et ça j'ai trouvé ça top. Alors qu'effectivement, c'était, je crois que c'était Picard qui avait gagné la descente. Franck Picard qui avait gagné. Donc ça, bien entendu, on était super fans et on a regardé ça. Tout comme le jeune d'Annecy sur les bosses à Tignes, dont je vais retrouver Edgar Gros-Piron, qui est venu animer d'ailleurs un séminaire Lissa, qui est un garçon charmant. Donc bien sûr qu'on a admiré ça. Mais ce garçon-là, à ce moment-là, je trouvais que c'était assez touchant. Une épreuve dont vous êtes peut-être le seul à en avoir le souvenir. Mais ça c'était un exemple de la descente du skieur sénégalais. Ouais. Mais peut-être une autre épreuve ou quelque chose que vous avez qui vous rappelle un moment. Le saut en hauteur avec une Italienne. Alors je ne me rappelle plus de son nom. Il y a une Italienne qui avait gagné les JO au saut en hauteur. Alors je ne sais plus où c'est. Je ne sais plus où c'était, mais elle avait gagné et c'était sa joie qui était. Je ne sais plus son nom, il va falloir que je retrouve son nom. Bon, les Jeux, ce n'est pas l'année, non? C'est période récente ou période. C'était. Je ne sais pas si. Je dirais Montréal. Il y a eu déjà à Montréal? Montréal, oui. C'était à Montréal, je crois. Mais là, je suis vraiment. Ouais. Guy Dru, non. Mais, Guy Dru, j'étais tout jeune pour Guy Dru. Une remise de médaille qui vous a ému? Laure Manodou. Elle était touchante quand elle a reçu ses médailles. 2004 à Athènes. 2004 à Athènes, ouais. Ça, c'était sympa. Une belle émotion. Un commentaire de télé ou de radio qui vous a marqué? Le journaliste de France Télévisions de l'époque, comment il s'appelait, celui qui avait les lunettes là Patrick Montel. Patrick Montel, l'enthousiasme de Patrick Montel, qui hurlait à la fin des courses, mais au moins on y était, quoi. On était dedans. Il avait ce talent-là. Ces JO, on va en reparler avec, un petit peu plus tard avec votre engagement pour votre entreprise auprès de certains athlètes et puis aussi avec vos collaborateurs. Mais en quoi le sport a été une école de la vie et notamment dans la carrière professionnelle, toutes ces valeurs là par rapport à tous ces souvenirs, tout ce que vous avez appris sur un terrain de rugby ou sur un terrain de tennis? Tout à fait. Alors moi j'aime bien toujours être en mouvement, mais en fait dans le sport je dégage 3 choses. Si on fait du sport, il faut s'entraîner. Ou il faut se former, parce qu'on n'a jamais le plus beau revers. Faut en faire pour avoir le bon. On n'a jamais la plus belle passe. Faut en faire aussi. Et ça, je pense que ça s'applique à l'entreprise. Il faut se former, il faut y revenir, il faut remettre l'ouvrage sur le métier. Ça, c'est très important. Le deuxième, c'est l'équipe. Alors, si c'est un sport d'équipe, ou même si c'est un sport individuel, il faut s'organiser. Il faut être bien organisé, il faut animer aussi. Donc ça, c'est important. Et le troisième, c'est la performance et le résultat. Le résultat, dans une entreprise, beaucoup de choses sont consacrées par un résultat, par une performance. Et le sport, c'est pareil. Donc la similitude, elle est très forte. Et moi, quand j'anime des gens, quand je les manage, je me sers de vocabulaire sportif ou d'un de ces 3 items pour parler aux gens. Et vous pourrez leur en parler, ils se reconnaîtront. Mais j'ai noté que les gens adhèrent à ce genre de choses. On peut aussi avoir des références culturelles, on a des références d'autres cinématographiques par exemple, mais les références sportives et le jargon sportif même est très utile. Enfin, même moi, c'est pas une question d'utile, c'est que naturellement, il vient au fur et à mesure des jours qui passent. Il est ancré. Il est ancré. Il est ancré dans... Il sortira jamais. Est-ce que vous, dans votre routine de travail, le sport, vous cherchez, est-ce que vous avez, comme un sportif à sa discipline, sa façon de s'échauffer, sa façon de se préparer, est-ce que vous, chaque jour, il y a une routine, une discipline qui vous vient un peu du sport? Oui, tous les matins, je regarde les résultats, parce qu'il y a des chiffres que je suis obligé de regarder, et en fonction de ce que je vois, je mets un plan d'action en place, un mini plan d'action.
Je dis, tiens, il faut que j'appelle telle personne sur tel sujet, ou bien il faut que je génère une réunion pour faire ça. Et là, je deviens le coach. Parce qu'en fait, on est joueur, on est team member, mais après, dans nos métiers, à ce moment-là de notre carrière, on devient coach. Et là, effectivement, j'ai des réflexes de coach. Et d'ailleurs, je le vois bien parce que j'ai des fils qui jouent au rugby, par exemple. Et quand ils jouent, et j'ai eu la chance de pouvoir diriger, être un petit peu le dirigeant de leur équipe ou aider en fait à ça, ben, on est au bord du terrain à faire le coach, on a envie de rentrer, mais on est dans cette posture-là. Et au boulot, c'est pareil. C'est ce genre de choses qu'on a. On a même de temps en temps envie de le faire à la place des autres, mais il faut leur déléguer, donc il faut vraiment être leur coach et leur passer des consignes. La fameuse consigne qu'on peut recevoir via un micro, ben nous on la passe soit en réel, soit autour d'un coup de fil, soit en visio. Voilà, on est dans ce momentum. Et donc tout à l'heure vous me parliez de Christophe Furios, du coup vous êtes un peu le Christophe Furios aujourd'hui entraîneur de Clermont, l'équipe de rugby, mais qui est très Furios, il est sincère, très engageant. Il est sincère, il est engageant, il parle vrai. Après, bon, je ne suis pas Christophe Furios dans mon management, je le précise, mais je trouve que voilà, il apporte quelque chose. Il apporte du relief, on ne pourra pas dire que il n'est pas son caractère. D'ailleurs, il a été champion de France, donc ça c'est important. Et je pense qu'il mérite de retrouver quelque chose avec les clubs qu'il anime aujourd'hui. Mais la discipline pour vous personnellement, alors je comprends les métriques et puis derrière on ajuste et puis on adapte le discours, ok, mais sur sa discipline perso, sur l'entretien physique, sur des choses comme ça, il y a une pratique régulière. Tous les week-ends, je bouge, soit du tennis, ça peut être un rugby à toucher, c'est une sortie au ski, c'est un footing. Oui, ça, le sport c'est la santé hein, déjà. Quand on a plus de 50 ans, et donc c'est mon cas, bah, il faut faire attention à soi et ça c'est important de le faire. Et puis après, on peut le pratiquer en famille, ça c'est quand même le bon côté des choses, avec des amis, et à garder le sens de la compétition, puisque bah, on se tire la bourre avec des copains au tennis, les enfants continuent à vous challenger, donc vous n'avez pas envie de vous laisser faire. Moi, quand je vais au ski avec mes enfants, on passe la flèche chaque année. Donc, je fais partie, souvent quand le SF organise des flèches, et ils font ça bien puisque c'est ouvert à tout le monde. Donc, il y a les petits jeunes du moment qui sont à fond du club local qui sont devant vous. Puis vous avez le dossard numéro 102, vous passez dans les derniers, la piste elle est bien creusée, mais vous ne vous laissez pas faire et vous voulez faire jeu égal. Voilà. Ouais, c'est ça aussi l'esprit sportif, c'est de vouloir gagner. Ben oui, c'est vouloir gagner. Ah oui, on est là pour gagner, oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Mais c'est aussi apprendre à perdre, le sport finalement. Alors, c'est apprendre à perdre et surtout, parce que ça c'est une valeur d'éducation que j'ai essayé d'inculquer à mes enfants, c'est apprendre à accepter la défaite. Il faut être bon perdant. Bien sûr qu'on peut râler, on peut même pleurer quand on perd, mais il faut accepter. Et ça, c'est pas donné à tout le monde et certains sont plus bons perdants que d'autres. Hein. Donc là, c'est là qu'on voit aussi les caractères et les nuances de caractère entre les gens, soit les collaborateurs, soit ses proches. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur ce volet-là. Vous avez mis du temps à apprendre à perdre ? Ouais, au début c'était dur, hein. C'était pas facile. On fait un peu la tronche quand même. On est la tête en dedans, on regarde par terre au départ. C'est quoi l'échec pour un directeur général et pour vous qui êtes passé par Eurostar, France Télécom, Darty, vous êtes resté quoi, 23 ans je crois chez Darty. 23 ans chez Darty, puis Fnac Darty, 5 ans. C'est quoi un échec important qui vous a marqué, qui vous a aidé à vous construire ? Bah, on a développé nos affaires en Espagne. Et puis on était sur un marché où on ne pouvait pas gagner, donc on était obligé de résister. De l'époque de Darty, ça hein ? De l'époque de Darty, ouais, c'était entre 2008 et 2013. Et en moi, il a fallu proposer une décision, c'est-à-dire qu'au lieu de perdre de l'argent, il valait mieux fermer l'entreprise pour revenir plus tard sur le marché. Donc ce n'est pas une décision facile à faire, c'est moi qui ai dû la porter. Et je l'ai portée, mais vous embarquez quand même beaucoup de choses parce que vous laissez des gens repartir sur d'autres aventures professionnelles. Moi, j'ai rebondi par rapport à ça, parce que moi, je suis rentré en France et j'ai eu la chance d'occuper la direction commerciale, puis j'ai été président de Darty. Mais c'est sur la base de ce moment un peu difficile que j'ai pu aussi rebondir, et ça a été important. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous dans ces moments-là ?
qu'un Gersois est très résilient, qu'il lâche jamais l'affaire. Tous les Gersois, ça m'intéresse, ça. Ah, je crois, oui. Voilà. Comment on se renouvelle, justement, c'est souvent le défi du sportif, d'arriver à remettre à chaque fois l'ouvrage, se remotiver, repartir, entre guillemets, au combat, même si j'aime pas faire des analogies avec le langage guerrier pour le sport, mais c'est souvent ça. Comment, quand on est directeur général, on arrive à se renouveler? L'avantage d'être sportif, c'est qu'on cherche toujours quelque chose à remettre en jeu, donc pour le gagner. Alors moi, on me dit d'un naturel optimiste. Mais en fait, je suis optimiste parce que je suis joueur. Et comme j'aime jouer, j'aime gagner, j'aurais tendance à vouloir y retourner de toutes les façons. Et ça, c'est quelque chose de personnel et c'est quelque chose aussi de professionnel. Et du coup, si vous avez un peu de charisme, de bienveillance pour les autres, que vous savez un peu les emmener, ils viennent avec vous sur ces sujets-là. Et c'est là-dessus qu'un bon manager doit savoir remobiliser ses troupes, même quand ça ne va pas. Et il faut toujours voir la lumière avant les autres. Voir en tout cas qu'il y a une possibilité d'eux. On peut être dans le C22, mais s'il y a un essai de 80 mètres à marquer, il faut le voir le premier et essayer de voir comment ça peut se faire. Et ça, c'est quelque chose qui est important. On peut avoir un magasin qui perd de l'argent. Si on voit qu'on peut prendre quelques décisions et que ça peut repartir, on fait envie. Et il faut arriver à faire envie à ses troupes grâce à ça. Mais ça, c'est dur de donner envie, d'avoir envie j'imagine, à des milliers de collaborateurs. Là, il faut être très opiniâtre. C'est vraiment quelque chose de... Ouais. Mais je crois que les études que j'ai faites m'ont permis d'acquérir ces compétences. J'ai même, avec ma femme, on a fait un échange aux États-Unis. On s'est confronté à la culture américaine. La culture anglo-saxonne nous apprend beaucoup là-dessus. L'anglo-saxon, il veut garder la tête haute, il veut continuer à avancer, et même quand ça ne va pas, il va continuer à avancer. Et ça, on s'en est beaucoup imprégné aussi à l'époque, et ça nous a beaucoup servi. Vous avez vécu combien de temps aux États-Unis? J'ai fait un semestre de MBA aux États-Unis, donc j'ai joué au rugby là-bas. J'ai joué. Vous avez mangé du foie gras Alors, c'était pas du foie gras, mais on a côtoyé. On était dans une équipe de foot, on jouait au foot avec des Brésiliens, des Allemands, etc. Et il y avait une convivialité, mais aussi une envie de gagner. Et les gens, ils vous emportent, quoi. Donc c'était important. Et puis l'Américain, il a une culture du sport. Quand vous allez au stade aux États-Unis, vous n'y allez pas avec 25 000 personnes. Ils sont 70 000. C'est un match universitaire et toute la région est là. Donc là, vous savez ce que c'est que vibrer et avancer, quoi. Quand on voit les staffs aujourd'hui dans les clubs de foot ou de rugby, ils fonctionnent toujours un peu avec... ils viennent avec leur staff, en fait, avec leur cercle, leur premier cercle. Est-ce que quand on est directeur général, qu'on passe comme ça d'un groupe d'artis pendant 23 ans et que vous venez à Optique 2000, vous aussi, vous arrivez un peu avec des gens de votre équipe, des gens avec un premier cercle? Alors, je ne suis pas arrivé avec mon premier cercle chez Optique 2000. En revanche, j'ai mon premier cercle, qui est le comité de direction du groupement, parce qu'on a un conseil d'administration qui se compose de 10 opticiens. Ce sont des opticiens qui viennent de partout en France, qui ont des profils très différents, et qui ont un président. Et moi, je suis directeur général d'un groupement où mon premier cercle, c'est le comité de direction que je façonne. C'est une équipe que je façonne, et donc je repère les talents. Je suis vraiment le coach pur et dur. Je fais progresser les gens, je nomme des nouveaux, je fais monter des jeunes, j'oriente les carrières des autres qui ont besoin peut-être de faire autre chose à un moment ou à un autre. Et ça, c'est vraiment le job du directeur général par excellence pour apporter la meilleure équipe possible. C'est la bonne personne au bon moment, au bon endroit. C'est mouvant, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Mais est-ce qu'on peut diriger et aller vite quand on découvre une équipe de collaborateurs autour et qu'on n'a pas forcément choisi? On ne perd pas tant de temps que ça si on arrive à vite se mettre à leur niveau, les écouter et les comprendre. En 3 mois, on s'était vite compris. Ça s'est bien passé. Ça faisait partie du challenge? Oui, ça faisait partie du challenge, parce que j'aurais pu venir, j'ai fréquenté plein de gens avec qui je suis resté très proche, que j'aurais pu faire venir, mais j'en ai pas trouvé la nécessité en arrivant ici. Est-ce qu'il y a des présidents, des patrons qui vous ont marqué, de qui vous vous inspirez dans votre façon aujourd'hui de diriger? Ouais, j'ai côtoyé Richard Branson quand j'étais sur Eurostar. Richard Branson, il avait
Il avait une façon de manager très... il avait un style très libre, entre guillemets, parce que c'était vraiment un vrai entrepreneur. Par contre, Richard Branson, il avait un groupe, à l'époque, il avait commencé... C'était Virgin, hein. Il avait le groupe Virgin, et puis il avait commencé à lancer Virgin Airways. Et nous, on était partenaires, il a été actionnaire d'Eurostar en même temps que nous. Et lui, il faisait une fête du groupe Virgin, il était à l'entrée, et il invitait tout le monde chez lui, à côté d'Oxford. Autotamponneuse, un McDo éphémère, et il accueillait tout le monde personnellement. Moi, j'étais avec Anne, ma femme, on avait notre premier fils dans un berceau, et il nous a attendus, il nous a félicités, et on est rentré. Tout le monde a eu droit à un accueil personnalisé de Richard Branson. Moi, j'ai trouvé ça inspirant, la proximité du patron, mais aussi sa liberté et sa façon d'aborder le business. Ça m'a inspiré. Ça a été quelqu'un qui m'a touché. Et comment vous l'appliquez ou est-ce que c'est quelque chose que vous essayez d'appliquer aujourd'hui Oui, moi je vais souvent sur le terrain, on côtoie les gens et on parle avec tout le monde. Moi je pense que le patron idéal, il devrait connaître le nom de tous ses collaborateurs. C'est impossible, mais dans la façon de faire, il faut arriver vers ça. Parce que quand vous connaissez les gens, que vous les écoutez, l'écoute est hyper importante dans le management. Bon, ça fait 5000 noms à connaître chez Optique 2000. Ouais. Chez Darty, j'en connaissais bien, hein, j'en connaissais pas mal. Hein. Mais c'est vrai que voilà, et ça fait partie d'une ambiance. Il faut savoir mettre une ambiance. Dans une équipe, il faut savoir mettre une ambiance. Il y a les fameux leaders de vie. Exactement. Et il y en a qui, c'est vrai que parfois, ils ne sont pas galonnés comme tout le monde, mais ça passe par eux. Il faut un Nance du coin dans... Tout à fait. Il y en a chez Optique 2000. On a des délégués régionaux aussi qui sont des socles de notre organisation. Et d'ailleurs, c'est souvent des rugbymen qui servent de socle. Donc, vous voyez, c'est pas innocent. Voilà, il y a des valeurs qui se perpétuent. Le sport apporte des émotions, même à un petit niveau, comme vous l'avez vécu. Je crois que c'était avec l'équipe BP, non ? Oui, avec la BP. Ah oui, joli. J'ai travaillé quand même. Tout à fait. Ouais, après l'ESSEC, les anciens de l'ESSEC jouaient avec la BP. On jouait contre les... Et pourquoi la BP ? C'était British Petroleum. C'était Rueil Malmaison. Voilà, ça s'est trouvé comme ça. Ça a été Accor puis BP. Donc, et on s'est retrouvés face à l'équipe de la Banque de France, face à l'équipe de la police, face à l'équipe de Fleury-Mérogis. C'était du costaud. Hein. C'était des matchs qui étaient face aux British. Bien entendu, parce que de toute façon, il y a toujours un British par où on passe. Voilà, c'était des bons moments. Ouais. Il y a encore un groupe WhatsApp, vous voyez, de la BP, et ça continue à échanger. Bon, donc le sport apporte des émotions, mais qu'est-ce qui provoque des émotions quand on est patron ? Une belle performance quand même. Hein. Je pense qu'aussi que la symbiose, une réunion, nous par exemple, on a pas mal de réunions, on s'exprime devant beaucoup de gens, puisqu'on a 1200 points de vente, donc on peut être amené à s'exprimer, à expliquer quelque chose à 600 ou 700 personnes à la fois. Bon, mais la façon dont c'est accueilli, je ne dis pas que c'est une standing ovation, mais un vrai applaudissement sincère, ça vous régénère. Il y a de la tension là, avant une présentation comme ça devant... Il y a du trac, il y a de la tension, il y a des sueurs, il y en a qui n'endorment pas, hein, parce que je ne fais pas ça tout seul, on est plusieurs à faire l'exercice, et ça met tout le monde sous pression. Et quand ça se passe bien, parfois ça peut être tendu, hein, on est dans une coopérative c'est une vraie démocratie, et la démocratie ça vit. Donc il y en a qui râlent, il y en a qui rouspètent, il y en a qui félicitent, il y en a qui challenge, donc il faut savoir aussi aborder tout ça. Donc c'est sportif. Et quand on arrive, parce qu'en coopérative on vote, donc la dernière fois qu'on a fait une assemblée générale, on a soumis une résolution qui est passée avec 88% des voix et qui a été applaudie. Ben là on se dit on a fait un bon boulot parce que ça a pris 6 mois à expliquer, etc. Et ça c'est très satisfaisant. Et juste sur ce moment-là, quand vous allez le présenter, est-ce que c'est similaire à ce que vous vivez dans le vestiaire, un peu la tension là avant et tout, il y a des... Moi quand je monte sur scène, j'ai l'impression de sortir d'un tunnel de stade. Ça me fait ça. Et quand vous sortez d'un tunnel du stade, parfois vous allez faire une cabriole pour dédramatiser, et après vous êtes dans le match et vous êtes prêt à affronter quelque chose. On est à peu près dans la même situation. Moi j'ai pas de crampons, hein, mais on est à peu près dans la même situation. Voilà, et pas de vaseline ou... Pas de vaseline au niveau du front pour que ça glisse en mêlée. Je ne jouerai pas première ligne, c'est sûr. Voilà, et pour éviter les chocs. On va y revenir sur la coopérative, mais aujourd'hui en tant que
que directeur général justement de ce groupement. Est-ce que vous vous sentez plus proche d'un directeur général de club professionnel, comme Thomas Lombard pour le Stade Français, comme Pierre Vénère à La Rochelle, ou comme un entraîneur en chef, ou quand même comme un sélectionneur national? J'ai eu la chance de croiser Thomas Lombard l'autre jour avec nos équipes. C'est lui qui nous a raconté son expérience. Il y avait pas mal de similarités. D'ailleurs, les gens étaient marqués par le fait qu'ils disaient « mais tiens, il a les mêmes problèmes que nous ». Donc ça a été très partagé. L'avantage de Thomas, c'est que, et d'autres, parce qu'il y en a d'autres dans son rôle, ils ont l'administratif, le back-office, mais ils ont aussi du sportif. Donc c'est très complet comme job. Je me mettrais plutôt dans cette peau-là. Un sélectionneur national, il est très sport, mais il n'a pas tout le reste. Alors que nous, on a tout. Nous, on a l'économique, on a le social, on a le financier, on a la RSE, parce qu'on a un gros devoir et une grosse responsabilité là-dessus. Donc on embrasse beaucoup de choses. On va faire un petit questionnaire, tiens, pour respirer un petit peu, pour s'oxygéner. C'est un questionnaire que j'ai appelé « Entretien d'embauche ». Je vais vous dire le nom d'un sportif et vous allez me dire à quel poste vous l'embaucheriez dans votre entreprise. On va prendre un joueur, Antoine Dupont. Antoine Dupont, il faudrait qu'il soit directeur du réseau Optique 2000. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'il pousse à la performance et qu'il aide les gens à convertir, à transformer leurs efforts. Si vous deviez embaucher Stefanos Tsitsipas? Tsitsipas, lui, il serait au marketing. Il serait directeur marketing. Et je pense que ça pourrait être un bon marketeur d'ailleurs. Parce qu'il s'exprime bien, Tsitsipas. Il est assez marrant. Vous l'avez vu où alors, Tsitsipas dans un resto? Je l'ai vu à Monte-Carlo. Je l'ai vu à Monaco. Je l'avais vu gagner un match à Monaco aussi à ce moment-là. Si vous deviez engager une sportive, Iga Swiatek. Iga Swiatek, je la mettrais à la direction industrielle. Très, très carré, un sérieux dans la façon d'approcher son sport et ça doit rester c'est très exigeant. L'exigence de Iga Swiatek serait très utile chez nous en droit de parce qu'ici, nous à Clamart, où on fabrique toutes les deuxièmes paires d'Optique 2000 partout en France. Donc on est OFG, Origine France Garantie, pour toutes les deuxièmes paires de lunettes que nos clients nous achètent dans les magasins. Iga serait une bonne patronne pour ces équipes-là. Si vous deviez embaucher un coach, tiens, on va prendre Hugo Mola, du Stade Toulousain. Hugo Mola, je le mettrais directeur de l'ISAC. Donc l'ISAC, c'est notre enseigne, en plus elle est rouge, un peu rouge et noir. Et on a vraiment envie qu'elle se développe avec des franchisés qui sont aussi assez différents en termes de profil, mais qui ont vraiment un sens de la performance, avec une certaine fierté d'appartenance à un maillot qui est un maillot d'une longue tradition. Et l'ISAC est reconnu par les professionnels qui sont les ophtalmos. Hugo Mola ferait bien le job là-dessus. Si vous deviez engager un coach connu dans notre sport, mais qui en ce moment est libre, José Mourinho. Ah, José Mourinho. Je l'ai fréquenté à Madrid, José Mourinho. Sacré bonhomme. José Mourinho, c'est un... Est-ce que vous l'embaucheriez déjà? Déjà, la négo salariale serait assez dure. Ça, c'est sûr. José Mourinho, si, je le mettrais aux achats. Je pense qu'il sera redoutable négociateur pour les achats. Si vous deviez embaucher un président de club, on va prendre Laurent Marty, tiens, de l'Union Bordeaux-Bègles. Ah, Laurent Marty, ouais. Lui, c'est un mec bien, ça. C'est quelqu'un qui... J'espère qu'il sera champion de France. Je lui souhaite de tout cœur. Laurent Marty, je le mettrais... directeur financier quand même, parce qu'un directeur financier d'une coopérative, c'est une vraie responsabilité. On construit les choses et ouais, directeur financier. Si vous deviez embaucher un arbitre de rugby, tiens, on va prendre Ben O'Keefe. Oh là 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 là, ça c'est la question piège. On le rappelle, l'arbitre du quart de finale Afrique du Sud-France. J'aurais bien aimé l'embaucher comme directeur juridique, mais je ne le ferai pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est à cause de lui qu'on a perdu ou pas? On ne va pas refaire le match, mais bon, quand même. Comment vous arrivez du coup à vous servir du sport pour, on a compris, sur le management des hommes au quotidien, mais pour aussi changer l'image d'une entreprise, parce que c'est un peu ce que vous essayez de faire avec Optique 2000. Tout à fait.
Parce que, pardon, mais moi je connaissais Optique 2000 avec le truc de Johnny. Vous connaissiez le truc de Johnny, et Optique 2000 a été pendant 10-15 ans partenaire du Tour Auto. D'accord. Qui est un autre registre du sport, des très belles voitures qui traversaient la France et qui avaient une belle notoriété. Mais le jour où je suis venu ici, que j'ai rencontré le conseil d'administration, avant qu'ils me choisissent, ils m'ont demandé, voilà, on a plusieurs propositions pour avancer, on nous propose les JO. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'être supporter officiel des Jeux Olympiques? On n'a pas encore signé, mais on voulait avoir votre avis. On leur avait proposé d'autres grands événements sportifs ou grands championnats, et je leur ai dit si, bah oui, les JO c'est évident. Parce que les JO, ça va mettre un coup de fouet à l'image, c'est universel, ça dégage des valeurs sur lesquelles une entreprise comme la nôtre doit pouvoir surfer. Et ça a été le départ, là on était en septembre 2021, on signe avec Tony Estanguet ici à Clamart en début décembre 2021. Et on a été d'ailleurs dans les supporters officiels, parce qu'on se parle, beaucoup viennent nous dire vous êtes bien actifs, vous activez bien, c'est bien ce que vous faites. Et c'est vrai qu'on s'en sert beaucoup de façon interne et externe. Ces activations, supporters officiels, c'est quoi la différence entre c'est un niveau d'engagement? Oui, c'est une différence un peu économique, on va rester politiquement correct, mais quand on est supporter officiel, on est assez visible quand même, parce qu'on fait partie d'un club d'entreprises qui contribue à l'organisation des Jeux Olympiques. Et on est bien traité par le COJO, il n'y a aucun problème, ça a été bien fait, mais on arrive à avoir une belle visibilité, ça c'est quelque chose d'important. Est-ce que ça a été accepté par tous les adhérents de votre groupement, ceux qui ont une voix et qui votent en démocratie? Tout à fait, ils l'ont accepté, mais il a fallu qu'on fasse plein d'efforts pour lancer la machine et mobiliser tout le monde. Donc on a monté un team olympique, on a 8 athlètes olympiques, 4 hommes, 4 femmes, 4 paralympiques, 4 olympiques, on est dans la parité la plus stricte. Certains qui sont médaillables, j'ai parlé de certains tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Il y a Mathieu Stratzel au basket qui vient d'être sélectionné pour les matchs de préparation. Donc je pense que lui, on pourrait l'avoir dans l'été prochain avec Wembanyama et compagnie. Ça serait top. On a Cléopâtre Darleux qui revient de commotion et qui pourrait, j'espère, réintégrer l'équipe de France de hand. Donc on a du monde possible. On a pris un partenariat avec l'Accor Arena. On a une loge où on propose à nos opticiens de venir voir, d'acheter des places pour venir voir les événements de qualification olympique. Donc ça, ils viennent et ils sont très enthousiastes à ça. On anime des villages de sport et vision en province et dans toutes les régions où les gens viennent se tester leur vue, tester leur audition. Et on voit bien que ça fonctionne. Et on leur montre du matériel en situation sportive, parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'on peut se corriger. On peut faire du sport et les lunettes à la vue. Et ça, c'est un vrai manque. Et on voit que performance et protection, c'est les deux sujets sur lesquels nous, on veut surfer pour être l'opticien du sport pendant les JO et au-delà. Mais commercialement, c'est un créneau, entre guillemets c'est un vrai segment, oui, tout à fait. Et c'est un segment qui n'était pas forcément bien exploité jusqu'à maintenant. Donc ça fait partie de notre stratégie. Et notre stratégie, c'est d'avoir 5 à 10% de notre chiffre d'affaires qui viennent du sport. D'accord. Comment vous mesurez justement l'impact là, rien que, on est encore à plus de 100 jours de l'échéance des Jeux, mais comment vous arrivez à mesurer les bienfaits pour la notoriété de votre marque? Ouais, nous on a fait une étude, il y a un an, on disait quel est l'opticien le plus légitime en termes de sport. On arrivait 10e, milieu de classement, et là on a refait la même étude au bout d'un an, après avoir fait beaucoup de choses en 2023, on est premier. On avait 28-30% de réponses positives, là on est à plus de 55%. Donc on a bien compris qu'il y avait un truc qui s'était passé. On a mis, tous les magasins sont habillés aux couleurs du sport, on va même tous les habiller aux couleurs des JO d'ici les JO, là, parce que la phase des 6 mois qui restent, là, elle est essentielle. Et beaucoup de nos opticiens sont aussi sponsors d'un club, qui sont partenaires d'un club local. Et on les fait évoluer pour ne pas mettre un panneau dans le stade de Pérorade, ça ne suffit pas, c'est rien. Il faut avoir une interaction avec les licenciés du club. Basket, rugby, natation, etc. Et tout ça, c'est des choses qui sont en train de pousser. On voit bien que ça fait évoluer tout l'ensemble et surtout la perception qu'on a de nous. L'interaction avec les licenciés, c'est comment? C'est que, voilà, vous déjeunez pas avec le président, vous dites, voilà, tiens, je te donne 3 000 €, et puis non, je vais voir les licenciés, je leur montre, je leur fais essayer du matériel,
Et puis après, je les accompagne. Donc ils viennent, on s'occupe des enfants, on les suit. Il y a un suivi et il y a une implication de l'opticien dans la vie de tous les jours. Et ça change le rapport au sport de tout le monde. Et puis il y en a beaucoup qui pratiquent. Nous, on a des opticiens qui sont des super pratiquants, qui font des raids dans le Mont Blanc, qui courent 80 km. Enfin, on a du lourd dans notre organisation, donc en plus on arrive à répondre avec des pratiquants, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que on imagine donc sur la notoriété externe, mais également pour fédérer, pour créer du lien entre les... il doit y avoir aussi cet élan, ça doit être important, non? Oui, cet élan on le fait parce qu'en plus on fait pratiquer le sport. L'année dernière on a organisé un tournoi de golf Optique 2000 au Golf National sur un site olympique. On a organisé aussi un Open Optique 2000, qualification à la Faisanderie, dans le parc de Saint-Cloud au Stade Français, et phase finale à Roland-Garros, sur le site olympique. Les gens sont venus, l'année prochaine ils veulent tous, le double de gens veut revenir, ils sont dedans, voilà, on les a mis dedans. On fait faire du sport aussi à nos salariés ici au siège de Clamart, on a fait une journée olympique, et quand vous faites pratiquer les gens, moi j'adore le télétravail, c'est bien le télétravail, c'est très utile. Mais d'avoir les gens ensemble, à faire du sport ensemble, je peux vous dire que vous créez quelque chose d'inégalable. Et ça, dans toutes les équipes que vous avez animées, chez Eurostar, France Télécom, Multimédia, chez Darty, partout. Vous avez toujours décliné? On a décliné, on a fait du sport ensemble, on s'adapte, et la mayonnaise prend. Vous arrivez à prendre la mayonnaise beaucoup plus facilement que quand vous faites le minimum. Ça, c'est important. Juste peut-être on peut citer les 8 athlètes, parce qu'on a parlé de Cléopâtre Darleux, je ne sais pas si... Alors, Cléopâtre Darleux, Nelia Barbosa qui fait du canoë-kayak, Charlotte Im qui fait du skate, Fanny Picard qui est une escaladeuse, Florian Marais qui est un nageur paralympique, Trésor Makunda qui est un sprinter non-voyant, Mathieu Stratzel, et ça c'est les 8, et on vient de signer 2 magnifiques personnages qui sont les frères Lebrun, les pongistes, qui ont un bel avenir en ping-pong, et surtout qui portent des lunettes. Eh oui. Donc on s'est dit que ça pouvait matcher. Et on a cité tout à l'heure Gaëtan Alain, donc notre fameux B-Boy Laguette, qui est le breakdancer qui vient compléter la team. D'accord. Voilà. Ça, en termes d'enveloppe, ou en tout cas de partenariat avec eux, c'est uniquement sous une aide financière ou Non, il y a une aide financière de notre part, oui. Et il y a un engagement de ces athlètes qui viennent au contact de nos collaborateurs, de nos opticiens, de nos clients. Donc on a organisé plein d'événements. On va encore les intensifier d'ici l'été prochain pour les avoir à côté de nous et avec nous. Et on va sûrement garder certains d'entre eux après les JO. On ne va pas faire JO et terminer. C'est surtout pas ça notre objectif. Nous, c'est de vraiment s'imprégner de ça. Et aujourd'hui, on parle à pas mal de fédérations pour voir comment on va accompagner le sport après les JO. C'est en cours de réflexion ou déjà vous savez exactement où vous voulez aller? J'ai une petite idée parce que j'en ai déjà rencontré quelques-unes, mais j'en ai 2-3 encore à rencontrer. Il y a encore quelques sports à rencontrer, mais on a des gens, ce qui est intéressant, c'est que les gens se structurent de mieux en mieux et ça permet vraiment de travailler son métier. Alors moi je parle en tant qu'opticien, mais il y a d'autres entreprises qui sont sponsors des JO qui elles aussi, je pense, trouveront un intérêt à avancer aussi avec certains d'entre eux, clubs ou fédérations, après les JO. C'est important qu'il y ait aussi un héritage des JO de la part de nous, les entreprises. Les supporters des JO. Aller sur le Tour de France, aller sur un club de Ligue 1 ou sur un club de top 14, mettre son nom sur le maillot ou accoler à une équipe de cyclisme, par exemple, c'est pas dans vos budgets ou... Si, c'est dans le budget. On a notre concurrent Chris qui le fait, puisqu'il est sur le Tour de France et c'est très bien joué de sa part. Simplement, nous, on essaye de cultiver... On est une enseigne très généraliste, donc on veut vraiment montrer que chez nous, on va trouver toutes les réponses pour tous les sports. Et c'est pour ça que les JO est une bonne plateforme pour ça. Mais derrière, on n'exclut pas. Alors, sponsoriser un seul club, c'est bien, mais comme tout le monde le sait, c'est pour ça qu'on parle à des fédérations. Les fédérations, elles sont beaucoup plus fédératrices, comme leur nom l'indique. Bon, on a un petit questionnaire quand même. J'en ai concocté un petit questionnaire Optique 2000. Le sportif à lunettes qui vous a marqué, Benoît Jobert? Waouh!
Le sportif à lunettes qui m'a marqué. Si jamais vous avez besoin de temps de réflexion, je peux aller sur une deuxième question. Sportif à lunettes. Il y a des gens qui portent des lentilles, alors ils ne sont pas à lunettes ceux-là. Moi, par rapport à votre appétence pour le tennis, j'avais pensé à Arthur Ashe. Ouais, Arthur Ashe était un bon choix. Ouais, tout à fait. Bien joué, François. Bon, Arthur Ashe, donc. Vous avez des souvenirs ou Très vague. J'ai très vague souvenir d'Arthur Ashe. Non, il y a des basketteurs qui portent des lunettes qui sont très très bons, donc on peut piocher aussi là-dessus. Mais en termes de... Et après, il y a des joueurs, moi je sais que je côtoyais des joueurs de rugby qui avaient des lentilles. Donc, parce que souvent, quand on voit un match de rugby, il y en a un qui perd sa lentille et on le rééquipe, quoi. C'est vrai, mais il y avait Florian Cazenave aussi. Alors, Florian Cazenave, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, puisqu'on est sponsor, on est parrain d'une recherche sur l'impact de la commotion sur la santé visuelle des athlètes. Et Florian, on s'est croisés 2-3 fois, et il a beaucoup témoigné là-dessus. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Ancien demi-mêlée de Perpignan, on le rappelle, qui a perdu un œil dans un accident domestique lors d'une soirée festive et qui du coup a continué à jouer avec des lunettes. Alors pas au niveau où il était... Qui a fait bouger les lignes quand même. Qui était champion de France avec Perpignan il y a à peu près une dizaine d'années, en 2009. Alors il y a un autre sportif à lunettes que j'ai côtoyé récemment, c'est Charles Caudrelier, qui est actuellement... il est au boulot, il est au Cap Horn, je crois. Lui, il a expliqué qu'il avait au départ des montures solaires toutes simples, mais il avait, parce qu'ils sont très exposés, ils sont très au soleil, etc., il avait même des petites migraines. Et il est allé voir un ophtalmo, il s'est fait corriger, et il dit maintenant, tout va bien. D'abord, j'ai plus de migraines, et deux, grâce à la correction, j'y vois mieux la nuit et moins mal le jour, en plein soleil. Et je vois mieux mes voiles. Et ça a été, j'ai eu la chance de le croiser avec Florian Cazenave à l'équipe l'autre jour, et c'est quelque chose qui a été assez important. Donc, un skipper, c'est pour nous, alors ils sont plusieurs, ça tombe bien, c'est des sportifs à lunettes qui en plus ont un vrai besoin de précision et de performance. Il doit y avoir des embranches quand même, non Tout à fait. Justement, en plus, on arrive à faire des choses qui protègent de mieux en mieux les yeux. Le coach à lunettes qui vous interpelle? Fabien. Et il a lancé un style. Fabien Galtier. Il a lancé un style et il le fait de façon très sympa. Christophe Furios, c'est pas en reste. Il est bien équipé lui aussi. Mais Fabien Galtier, il fait ça très bien. Puis c'est sincère ce qu'il dit, donc c'est marrant. Vous pensez qu'il a lancé un style? Que c'était calculé, entre guillemets? Non, mais il l'assume bien. Voilà. Après, il ne cherche pas à plaire, puisqu'il l'a dit lui-même. Il dit d'abord, c'est parce que moi, je peux prendre un ballon dans la tête en m'entraînant avec les joueurs, donc je me protège. Et puis il a bien d'y voir clair, parce que Fabien Galtier, il est né à peu près la même année que moi, donc je peux comprendre ses besoins. L'arbitre qui aurait mérité des lunettes? Ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'autre jour, je regardais un match de l'hémisphère sud et le sponsor des arbitres de l'hémisphère sud, le championnat qui réunit les Néo-Zélandais, les Australiens et les Sud-Africains, c'est Specsavers. C'est un de nos confrères opticiens britanniques et qui sévit en Australie, en Nouvelle-Zélande. Mais vous n'avez pas de nom à me donner sur l'arbitre qui aurait mérité des lunettes? Il y en a un qui s'appelait... Si, Greg Joubert, celui qui a fait la finale de 2011 quand même. D'accord. Celui-là, il méritait quand même quelques lunettes pour mieux voir notre troisième ligne All Black préféré, toujours hors jeu. Richie McCaw, finale 2011, perdu 8-7 par les Français. Voilà. L'arbitre qui n'a pas besoin de lunettes, qui n'a jamais besoin de lunettes. Le Gallois qui a pris sa retraite récemment. Nigel Owens. Nigel Owens. Arbitre de rugby, arbitre de la finale il y a 4 ans. Assez précis et en plus qui avait un super rapport aux joueurs. L'action légendaire qui aurait été encore mieux avec de bonnes lunettes. Il y a cet essai de 100 mètres auquel j'ai assisté à Twickenham. Et après, il y avait quand même le but manqué de la dernière finale de la Coupe du Monde de foot. Où, si Colomani avait eu des lunettes ce jour-là, peut-être qu'on était encore champion du monde. C'est vrai. Il aurait dû donner à Mbappé ou pas? Il aurait dû juste ajuster un petit peu. Ça tient à rien, c'est des millimètres. C'est vrai. L'événement que vous aimeriez sponsoriser? La finale de Roland-Garros.
La star globale, on va dire mondiale, que vous aimeriez vous payer? Victor Wembanyama, et je vais vous dire pourquoi. Parce que Victor Wembanyama était dans la première liste des 8 athlètes qu'on nous a proposés. Et au bout de 15 jours, j'en ai un souvenir très précis, on m'a dit arrête, on va être obligé de te l'enlever parce qu'il va partir sous d'autres cieux. Donc il a été sur la première liste qu'on m'a soumise il y a 2 ans. Et j'ai eu la chance de dîner avec lui, c'est un garçon charmant et qui va réussir, il a la tête sur les épaules, en fait, il a tout ce qu'il faut. La star qui porterait le mieux des lunettes? Tsitsipas. Il les porte bien. Quand il en met, il est plutôt chic. Il est beau gosse, Tsitsipas, donc ça aide. Stefanos Tsitsipas. Ok, allez, on va faire une petite prolongation. Justement, vous avez abordé la RSE. Ouais. Et je sais que c'est un sujet important pour Optique 2000. Et comment vous arrivez à le relier au sport? Et qu'est-ce que vous voudriez mettre en avant là, pour ces dernières minutes de notre entretien? La RSE, nous, on est assez actif là-dessus. C'est un engagement global qu'on a. Alors, les JO, c'est déjà un acte RSE d'être allé sur les JO. Ici, on est par exemple dans un siège qui est chauffé à la géothermie. Donc, on a réduit de 70% nos émissions de carbone. On aide des associations qui équipent des enfants démunis. On est sponsor du Téléthon. On a un gros faiseur au niveau du Téléthon. On est dans les 3 premiers donateurs chaque année. Nos opticiens s'engagent partout en France. Et le Téléthon, il y a aussi un lien avec le sport, puisque le dernier Téléthon était sous le prisme du muscle et du sport et du muscle pour les gens qui ont des problèmes musculaires très graves. Donc on a tout ça. Et puis là, on a lancé une grosse initiative, c'est de vendre des lunettes reconditionnées. Vous nous rapportez vos montures, on les répare et on les revend. Et ça, ça va durer des années, ça commence à peine. On a commencé par les solaires, on va faire l'optique, mais ça, c'est une initiative RSE qui est très forte pour nous. Et qui fait qu'il ne faut jamais jeter les vieilles choses. Elles peuvent toujours resservir. Ça, c'est important. Ça, je pense que dans le Gers, on a dû vous en parler. Ça. C'est ça. Juste une association peut-être que vous voudriez mettre en avant? Oui, on a la fameuse initiative qu'on a, c'est la navette solidaire. C'est une association on a une navette mobile, c'est une caravane qui se déplie, qui tient lieu de salles d'examen de vue, de petits magasins où les enfants viennent, on les ausculte, entre guillemets. Enfin, on a des ophtalmos qui sont partenaires et qui nous aident à le faire et qui équipent on est à plusieurs centaines d'enfants équipés et on voudrait donner plus de visibilité à cette action qui nous paraît assez noble. Alors après, on est aussi sponsor de l'Institut de la Vision, on est de la recherche, on fait beaucoup de choses, mais celle-là en particulier a un vrai impact pour nous et en aura en 2024 et 2025. Allez, un dernier petit questionnaire avant de se quitter, qu'on va appeler post-scriptum. Quel est votre livre de chevet? La biographie de Winston Churchill. C'est vrai, c'est... Ah oui. Ben voilà quelqu'un qui est parti, entre guillemets... Il n'aimait pas trop le sport quand même. Hein. Ah lui, il est no sport, mais son attitude de vie et sa façon de gérer ses affaires, de conduire son pays, alors qu'il a connu beaucoup de choses, il a connu des difficultés, Churchill. Ça a beaucoup inspiré. Donc vous le relisez ou c'est des choses... Je relis des passages, ouais. Ah ouais. Ça m'arrive. L'écrivain que vous admirez? L'écrivain que j'admire... il y en a plusieurs. Je suis assez fan, j'ai relu 2-3, c'est Dostoïevski. Un passage ou une citation que vous connaissez par cœur, ou une phrase qui vous accompagne? C'est une citation de Socrate. Il ne faut pas croire que l'on sait, mais savoir que l'on croit. Merci Benoît. Merci François, c'était passionnant. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi, merci. Et puis on vous souhaite bien sûr une bonne année 2024 à vous, le groupe Optique 2000 bien sûr, et tous les athlètes que vous suivez. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis, merci de suivre la chaîne que l'on a sur YouTube et puis sur les réseaux sociaux bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, tous les liens sont cliquables en bas de la vidéo. Merci à vous. 1, 2, 3, Trio.